Une inflation que rien n'arrête, des fonds spéculatifs qui parient contre l'Europe, et même une explosion de la zone euro. Voilà 3 sujets qu'on va aborder dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de faire ou de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va donc aborder des thèmes essentiels comme notre monnaie, l'euro, la zone euro et l'Europe, ainsi que les crypto-monnaies. Et pour en parler, eh bien, j'ai avec moi Mathieu de la chaîne Libre et Riche. La chaîne Libre et Riche, c'est une chaîne de vulgarisation de l'économie et de la finance, et c'est aussi une chaîne qui propose des formations en placement financier. Je vous mets un lien dans la description. Voilà, cette présentation étant finie, bonjour Mathieu. Bonjour François-Xavier. On va pouvoir aborder les différents sujets. Et en fait, si j'ai fait appel à toi pour en parler, c'est que j'ai vu plusieurs vidéos sur ta chaîne qui traitaient justement de ces sujets qui me semblent essentiels. Et notamment, on va parler du premier sujet qui est la récession dans la zone euro et même des fonds spéculatifs qui voient cette récession tellement importante qui commencent à parier contre les entreprises européennes et les entreprises françaises, et notamment Rediallo. Et donc, je voulais savoir, toi, ce que tu pensais justement de la récession en zone euro. Est-ce qu'on arrive vraiment sur une récession lourde et forte, ou est-ce que, comme le semble penser encore Christine Lagarde, on va passer tout ça un peu facilement? D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai traité ces sujets. Est-ce qu'on va avoir une récession? A priori, oui, je pense que on voit déjà où on arrive avec la remontée des taux, l'inflation qui explose, tu en as parlé, hein, et les fonds spéculatifs, effectivement, comme Bridgewater Associates de Ray Dalio, qui se met à shorter les actions la plupart des actions de l'Eurostock 50. Quelle sera l'ampleur? Je te coupe juste, comme on utilise un terme shorter, tout le monde ne connaît pas. Donc, shorter, ça veut dire qu'il parie à la baisse, c'est-à-dire qu'il ne possède pas les actions lui-même, il les vend sans les posséder, et ça lui permet, si les actions s'écroulent, de les racheter plus tard et donc de gagner de l'argent sur la différence. Effectivement, il fait ce qu'on appelle une vente à découvert. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est vrai, voilà, le mécanisme traditionnel, c'est par exemple, j'ai une action LVMH, on va dire, ou Total, elle cote à 100 euros. Si elle monte à 50 euros, je la revends. À 150 euros, je la revends, je gagne la différence, 50 euros. Si je fais le mécanisme inverse, je vends l'action que je ne possède pas, donc on me la prête. Je la vends par exemple à 100 euros. Je pense qu'elle va chuter à 50 euros. Je la vends et là encore, je gagne la différence. Donc j'ai vendu à 100, j'ai racheté à 50. 100 moins 50, ça donne 50 euros. J'espère que j'ai perdu personne. Donc voilà, ça c'est le short. Ensuite, au niveau de l'ampleur de la récession, malheureusement, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas savoir. Sinon, j'aurais déjà mis en place les mesures entre guillemets. Clairement, effectivement, voilà, là, on a quand même des tensions sur l'euro, mais pas que. Au niveau mondial, la récession, je pense que on y est. Combien de temps elle va durer, je sais pas, mais c'est sûr que si les taux remontent, on va commencer à avoir des tensions entre les pays du Nord et les pays du Sud, notamment au sein de la zone euro. Et là, effectivement, se pose la question de quel sera l'avenir de l'euro et de l'Union européenne par la suite. Ça, c'est un sujet qu'on pourra aussi discuter. C'est difficile d'y répondre aussi. Oui, mais on voit que déjà, il y a la récession européenne. Alors, Christine Lagarde, jusqu'ici, la voyait pas. Puis elle se met à la voir quand même parce que tout le monde la voit, quoi. Donc, elle voyait pas l'inflation non plus, hein. Donc, oui, elle voyait pas l'inflation non plus. Et puis, quand elle a commencé à la voir, ça devait pas être une grosse inflation. Maintenant, c'est une inflation gigantesque. Et qui va durer. Et récemment, elle a encore dit que ça allait durer. Maintenant, elle accepte la réalité. C'est bien, c'est un début. Et donc, on a la récession. Elle la voyait pas. Et en fait, le tout amène vers une stagflation. Et une stagflation, c'est une inflation élevée avec une croissance qui stagne ou qui chute. Voilà. Et là, d'ailleurs, Ray Dalio le disait, pourquoi il s'est mis à shorter les actions européennes? Pour la simple bonne raison qu'il voit un scénario similaire aux années 70, lors des chocs pétroliers, où on était en stagflation. Donc ça va un petit peu à l'encontre de la théorie keynésienne qui nous dit que a priori, l'inflation devrait, en tout cas, permettre
le plein emploi, ben, s'il y a une récession, effectivement, on pourrait ne pas avoir ce plein emploi. Alors, on a quand même l'économie américaine qui est à fond, hein, on est quand même en plein emploi là-bas, avec une inflation qui explose. Est-ce que ça durera s'il y a une remontée des taux pour refroidir l'économie, parce qu'elle est vraiment à fond? Effectivement, on serait potentiellement en stagflation. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça durera pas longtemps? Moi, j'ai toujours assez de mal avec les projections, essayer de me projeter dans le futur. J'essaie de le faire comme tout le monde, hein, on essaie de tous avoir un avis. Malgré tout, c'est assez difficile. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Combien de temps ça va durer? Bah, de préférence, le moins longtemps possible, quand même. Ce qui est inquiétant, c'est ce dont tu parles, c'est-à-dire ces fonds d'investissement comme celui de Ray Dalio, qui n'arrête pas de s'attaquer maintenant aux entreprises françaises comme BNP. Hein. On a la liste, hein, c'est pas très compliqué, mais parce qu'il est obligé légalement de dire quand il short une entreprise. Ouais, au-dessus de 0,5% des titres en circulation, il est effectivement obligé de déclarer publiquement les titres qu'il a shortés. Ça, c'est la réglementation européenne qui l'oblige. Donc, comme c'est des actions européennes, effectivement, il est obligé de le déclarer. Aux États-Unis, c'est pas encore obligatoire, mais la SEC, hein, l'autorité des marchés financiers français, c'est l'équivalent, l'AMF, dans la Securities and Exchange Commission, essaye de pousser pour l'obliger de plus en plus, pour tout simplement pour rendre public les mouvements des hedge funds, qu'on appelle fonds spéculatifs ou fonds vautours. Oui. Parce que, ben voilà, ils profitent un petit peu du malheur des autres. Enfin, moi, j'ai toujours un peu de mal quand même avec ça parce que je me dis, d'ailleurs, j'ai fait en plus de la vidéo, j'ai fait un article pour expliquer pourquoi on diabolise toujours les méchants marchés financiers, sachant que, est-ce que c'est moins moral de vendre pour racheter que la personne qui va acheter puis va vendre? Parce que dans tous les cas, la personne qui a acheté aujourd'hui, si les marchés demain se mettent à chuter, il va vendre. Et donc, est-ce que ce qui fait chuter la bourse, c'est les ventes massives des personnes qui ont acheté dans un premier temps, ou c'est les personnes qui se mettent à shorter? Est-ce que, du coup, la deuxième question, c'est est-ce que le short provoque la chute de la bourse, ou est-ce que le short n'est que la conséquence de la bourse qui chute? Là, typiquement, Michael Burry, en 2008, durant la crise des subprimes, est-ce qu'il est responsable de la crise immobilière? Ou est-ce qu'il a juste profité de cette crise immobilière? J'ai mon idée. Est-ce que ma réponse, elle est bonne, elle est mauvaise? Sur Michael Burry, bon, au moins, on a une réponse, moi, qui me semble claire, hein, que c'est pas lui qui provoque la chute de l'immobilier. Il a beau être intelligent, il a pas ce niveau. Avec des positions ouvertes en perte, quoi. Mais c'est vrai que pour les actions de certaines entreprises, ça peut être plus difficile à cerner qui est à l'origine de quoi. Est-ce que quelqu'un... parce que quand même, ce qu'il va mettre comme investissement, Ray Dalio, c'est 10 milliards. Hein, donc on n'est pas sur des petites sommes. Non, on est sur des gros montants. 10 milliards, c'est gigantesque. Il joue quand même avec le capital de plus de 0,5% de BNP, ce qui n'est pas du tout négligeable non plus. C'est énorme. Et donc, et en plus, bon, on a les chiffres de BNP, mais il faut savoir que s'il a 0,4% de, on va dire, total, je ne sais pas, personne ne le sait. Hein, donc, on le sait uniquement pour toutes les positions à plus de 0,5%. Et on sait que voilà, il est en train de shorter pas mal d'entreprises françaises, pas mal d'entreprises financières, j'ai l'impression. Et non oui, totalement. Enfin, de ce qui en ressort, c'est que c'est typiquement les 50 entreprises de l'Eurostock 50. Donc, comme il y a BNP Paribas, Banco Santander en Espagne, BBVA, etc. Donc, forcément, c'est aussi des grosses entreprises. Hein. BNP Paribas, c'est quand même parmi les plus grosses banques au monde. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la plus grosse d'Europe. Donc, c'est sûr que il se met à shorter des grosses boîtes, sachant que sur l'Eurostock 50, c'est quand même les 50 plus grosses boîtes d'Europe. Oui. Et Ray Dalio, alors parce que tout le monde le connaît pas, en fait, je viens de réaliser que tout le monde connaissait pas cet investisseur, mais c'est quand même quelqu'un qui est quasiment aussi connu que Warren Buffett, donc qui est un des très très gros investisseurs de la planète, qui a prédit la crise des dot-com, qui a aussi finement joué, je crois, au moment des subprimes. Donc c'est quelqu'un qui a du flair pour voir les crises arriver et faire énormément d'argent à ce moment-là. Oui, clairement.
même chose, est-ce que c'est éthique ou pas? Ça, c'est pas la question. Mais ça reste quand même subjectif. Hein. Oui, tout à Qu'est-ce fait. qui est éthique, qu'est-ce qui est pas éthique? On a une éthique générale, mais qui peut varier en fonction des personnes et de ce qui est éthique pour elles ou pas. Oui. Bon, en tout cas, il le fait, quoi. Et il le fait. Il gagne de l'argent et et bon, il y a probablement d'autres fonds d'investissement qui le font. Ouais. Là, moi, j'ai pas de détails là-dessus. Mais ça veut dire quand même que voilà, il y a des gens qui sont d'un sacré niveau d'investisseurs et qui parient contre l'Europe et qui parient contre les entreprises européennes et qui voient donc une récession longue et voire pire qu'une récession, enfin des problèmes économiques assez lourds pour l'Europe, quoi. Ouais, clairement, oui. Puis on le voit avec l'euro qui, comme ça on peut faire la transition, qui s'est déprécié. Hein, on est presque à la parité avec le dollar. Donc, ce qui exacerbe l'inflation, puisqu'on a l'inflation importée, hein, ce qu'on appelle l'inflation importée. Typiquement, si on achète du pétrole, il faut faire une conversion de l'euro au dollar. S'il faut faire une conversion de l'euro au dollar quand l'euro est fort, ça nous permet d'acheter du dollar bon marché, entre guillemets, hein, bon marché, parce qu'il nous revient moins cher. Si l'euro chute, forcément, on le paye plus cher le pétrole. Ce qui fait que on a de l'inflation importée, vu qu'on le paye plus cher, on doit débourser plus. Donc, l'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Si on doit dépenser plus pour acheter la même quantité de biens et de services, forcément, on a de l'inflation, quoi. Oui. Et donc, on a donc cette inflation. Alors, évidemment, ça nous fait notre transition vers la deuxième partie, qui est donc sur l'euro, et notamment une vidéo que tu as sortie sur la fin de l'euro a sonné, je crois. Et donc, l'idée étant effectivement que maintenant, c'est Christine Lagarde admet qu'il y a une inflation durable. C'est pas trop tôt. Oui, oui, c'est. Elle admet ça 6 mois après la Fed, donc c'est bien. On est dans vaut mieux tard que jamais. Et mais alors, elle admet aussi maintenant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, parce que elle est dans une situation complètement impossible. C'est-à-dire d'un côté une inflation très forte, et de l'autre côté des pays, notamment du Sud, très dépensiers et endettés. Ouais. Et donc, un problème qui est comment, je vais te laisser en parler, mais comment agir face à deux obligations qui sont un peu contraires, quoi, qui sont très contradictoires. Effectivement, les pays du Sud, ce qu'on a appelé les pigs, hein, les petits cochons, Portugal, Italie, Grèce, Espagne. Et moi, je rajouterais bien le petit cochon français aussi, hein. Oui, parce qu'on est quand même, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est à 117% en endettement sur le PIB. Ouais. Bon. Pour essayer de remettre les choses quand même dans leur contexte, on a eu un effet de le PIB a chuté, donc forcément mécaniquement, comme c'est au numérateur, tu as la dette, et au dénominateur, tu as le PIB. Si le PIB chute, forcément, ça fait gonfler l'endettement. Mais ça, c'était temporaire. Donc là, aujourd'hui, on a quand même le PIB qui a repris, qui a fait un effet de rattrapage. Et donc, malgré tout, c'est vrai qu'on a la dette qui est le taux d'endettement qui est quand même élevé. Dans l'absolu, un taux d'endettement qui soit élevé, si on peut le payer, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, on se retrouve dans un scénario, moi je considère que c'est le pire scénario pour la BCE, dans la mesure où il faut rembourser effectivement un stock de dette qui est énorme, et en même temps avec des taux qui remontent. Donc ça veut dire que l'État, comme fait rouler sa dette, il rembourse jamais vraiment, à chaque fois il se rendette continuellement, forcément le coût de la dette pourrait augmenter. Alors aujourd'hui, ils ont eu de la chance, entre guillemets, que durant 10 ans, on a eu des taux relativement bas, à partir de un petit peu moins de 10 ans, à partir de 2015, avec le quantitative easing qui a fait pression à la baisse sur les taux. Donc ça a permis effectivement de diminuer le coût de la dette en la faisant rouler à force. Mais c'est vrai que si les taux remontent là, et s'ils remontent durablement, parce que pour lutter contre l'inflation, il va falloir remonter les taux, c'est la loi de Taylor, on risque d'avoir des problèmes pour rembourser notre dette. D'autant plus les pays qui sont dépensiers, qui ont des gros déficits, type Espagne, Italie, Portugal se sont améliorés quand même, mais la Grèce et la France, quand même, on a eu un gros déficit. Même si ça a été réduit avant la pandémie, ça se réduisait un petit peu, on n'était toujours pas en excédent, mais on avait quand même un déficit.
Donc va se poser la question d'un côté, on a des pays qui sont pas austères, mais qui font attention à la gestion de leurs comptes publics, type Allemagne, Autriche, Pays-Bas, etc. On a d'un côté ces pays-là, et de l'autre des pays qui sont dépensiers, qui ont un État très développé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Moi, j'ai mes idées, chacun partage ou pas. Hein. Et donc, on va avoir effectivement, comme tu disais, deux forces contraires qui vont entrer en collision entre il faut continuer à faire baisser les taux parce que j'en ai besoin pour me rendetter continuellement, et de l'autre côté, l'Allemagne, non, il va falloir les remonter parce que maintenant l'inflation est en train d'exploser. Et donc, si l'inflation explose, ça veut dire que c'est les Allemands qui sont en train de subventionner les pays du Sud. Et ça, c'est important. Et du coup, on va avoir en plus un problème au niveau des civilisations, entre guillemets, où pourquoi je dois payer pour les pays du Sud? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'est les Allemands qui devraient payer alors que eux ils font attention pour les pays qui eux ne font pas attention? Parce que la dette, elle se paye toujours. Si elle se paye pas avec l'impôt, elle se paye avec l'inflation. Donc c'est ce qui risque de se passer. Là. Oui, et alors effectivement, pour compléter un peu, c'est vrai que les pays du Sud, eux, en fait, pour pouvoir rembourser sa dette, il faut avoir un taux de croissance qui est supérieur au taux auquel on emprunte. Ce qui ne se produisait pas avec la Grèce, et c'est pour ça aussi que ça l'a mise un petit peu dans le contrat. Et donc, nous, on a un problème, c'est qu'on a une très faible croissance et en même temps des taux d'intérêt qui augmentent. Et donc, on va se retrouver effectivement avec des taux d'intérêt qui vont être supérieurs à notre taux de croissance, ce qui entraîne la ruine du pays. Ça, il n'y a pas tellement de doute là-dessus. Et donc, au bout d'un moment, on fait « Allô, le FMI, est-ce que vous pouvez venir nous aider ?» En fait, c'est un scénario à la grecque. Voilà, donc là, effectivement, ça devient compliqué, d'autant plus que il y a un deuxième problème. Donc, il y a ce problème-là où, effectivement, entre t'as les pays du Sud et du Nord qui, ça risque de friter au bout d'un moment. Et t'as le problème où la BCE se trouve dans une impasse, pour la simple et bonne raison que si un pays tombe, c'est l'euro qui est remis en question. C'est pour ça qu'elle n'a pas laissé tomber la Grèce. Parce que si tu laisses tomber un pays qui fait partie de la zone euro, il peut avoir une perte de confiance dans l'euro parce que le pays fait faillite. Donc, voilà. Et donc, la BCE n'a pas intérêt à laisser tomber un pays parce que sinon, c'est l'euro qui est remis en question. Donc, tu vois que t'as quand même... C'est compliqué. Oui, mais il faut remonter. Oui, mais c'est pas sûr qu'elle puisse... parce que s'occuper de la Grèce, bon, c'est un petit pays. C'est pas, enfin, je veux pas être méprisant, mais en PIB, c'est pas très lourd. Voilà. La France, c'est 10 fois la Grèce. C'est le deuxième pays de l'Union européenne, hein, donc c'est facile de sauver la Grèce. C'est quasiment impossible de sauver la France. Et donc il y a un risque gigantesque d'être, comme tu le disais, d'être obligé de dire on arrête l'euro parce que la France, on peut pas la sauver, quoi. Et avant même la France, moi je pense qu'il y a d'abord l'Italie, la question de l'Italie qui est hyper endettée. Si je dis pas de bêtises à confirmer, je crois qu'ils sont à 155%. Et tu le vois, à partir de 2015, quand ils ont mis en place ce quantitative easing, t'avais plus d'investisseurs étrangers qui achetaient la dette italienne. Parce que le ratio performance-risque était trop faible pour acheter de l'obligation italienne, de la dette italienne. Et donc en fait, tu te rends compte que c'est d'abord les banques nationales qui ont acheté la dette italienne, pour ensuite la revendre à la BCE. Et en fait, t'avais que des institutions publiques, la BCE, c'est quand même une institution publique, les actionnaires, entre guillemets, de la BCE, c'est les États. Quand tu regardes le capital, c'est les États. Et donc, c'est la BCE qui détenait une grande partie des obligations italiennes, quoi. Donc, si l'Italie tombe, en plus, après, tu aurais un effet domino, potentiellement la France, l'Espagne. Ah oui, c'est une catastrophe. Et encore, l'Italie a un avantage pour nous, c'est que son budget est relativement bien géré. C'est-à-dire qu'elle a une vieille dette dont elle n'arrive pas à se séparer et qui est une catastrophe pour elle. Mais le reste, elle a une balance commerciale qui est bonne, elle a vraiment une bonne industrie. Enfin, le reste, elle a des gros avantages, même par rapport à la France. Et ce qui la gêne, c'est cette énorme dette dont il faudra bien faire un truc un jour. Et les taux on commence à avoir beaucoup de difficultés partout, quoi. C'est ça le problème. Et elle a quand même des taux qui explosent, quand elle se rapproche des 4%, tu dis, ça fait longtemps, ça, 4%. Ah oui, 4%, c'est gigantesque. Donc, effectivement, tu as le problème les pays du Nord qui veulent pas forcément subventionner les pays du Sud, et qu'il faut pas laisser tomber le pays, parce que sinon, c'est l'euro qui est remis en question.
Oui. Puis les pays du Nord, bah, vous avez une inflation. Alors c'est comme en France, on le vit en France, les gens râlent. Il faut savoir qu'on râle encore plus fort du côté de l'Allemagne parce que d'abord l'inflation est encore plus forte qu'en France, mais en plus ils ont rien fait pour le mériter. C'est-à-dire que c'est plutôt des gens qui géraient bien leur argent, il n'y avait pas de problème, et ils ont le souvenir des catastrophes qu'il y a eu notamment dans les années 30 à cause d'une inflation très forte. Ouais. Et c'est vrai que là, la seule façon qu'on a de combattre l'inflation, même importée, hein, je suis en train de préparer une vidéo sur Paul Volcker. Okay. Donc, pour faire rapidement, c'est les années 80. On a une inflation très, très forte aux États-Unis. Et le discours, c'est un peu le discours qu'on a en Europe en ce moment. C'est-à-dire, non, mais c'est une inflation importée, ça compte pas, ça vient du pétrole. Il y a la guerre, parce qu'à l'époque, il y a aussi la guerre. Donc, il y a la guerre, l'inflation, elle vient du pétrole. C'est pas nous. C'est pas nous. Rien à voir avec le fait que la Banque centrale mette de l'argent à fond dans l'économie américaine. C'est pas nous. Puis à un moment, bon, à force de dire c'est pas nous, ils ont atteint 14% d'inflation. Et ils se disent, mais on arrive dans un scénario à l'allemande des années 30, il faut qu'on réagisse, sinon on va tous finir ruinés avec nos têtes au bout d'une pique. Donc, à ce moment-là, ils débarquent l'ancien patron de la Fed et ils mettent Paul Volcker. Et Paul Volcker, il arrive, il dit, bah, l'inflation, il y a une façon de la combattre très simple, les taux d'intérêt. Et il monte les taux d'intérêt, et pas qu'un peu, on arrive à des taux d'intérêt de 20%. Quand vous empruntez à plus de 20% du coup. Alors du coup, plus personne n'emprunte. Les particuliers n'empruntent pas, bien sûr, les entreprises n'empruntent pas, et même l'État arrête d'emprunter parce qu'on est à des taux beaucoup trop élevés. Et l'inflation, elle s'effondre. Et elle passe de 14 à 3%, et pendant 40 ans, il n'y a plus d'inflation aux États-Unis. Enfin, il y a plus de grosses inflations aux États-Unis, grâce à Paul Volcker, qui est considéré comme celui qui a sauvé quasiment le dollar. Et donc, on voit d'ailleurs à ce moment-là que le problème, c'est pas du tout l'inflation importée, le pétrole, parce que le pétrole, dans les années 80, il continue à augmenter. La guerre, elle continue à être là, mais en mettant des taux d'intérêt hyper hauts, on casse l'inflation complètement parce que malheureusement, on casse l'économie. Et donc ça nous renvoie dans notre premier sujet, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on n'a pas le choix que d'augmenter les taux d'intérêt très fortement, et malheureusement, on l'a vu avec Paul Volcker, ça arrête l'économie, et donc ça crée aussi du chômage, des entreprises qui s'écroulent. Il y a eu 3 millions de chômeurs de plus avec Paul Volcker. Il n'y a plus d'inflation, mais il y a eu 3 millions de chômeurs de plus. Et c'est probablement ce que voient des gens comme Ray Dalio, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le choix, à un moment ou à un autre. Christine Lagarde a beau être française, elle n'aura pas le choix, il faudra être raisonnable, et donc elle sera obligée d'augmenter les taux fortement, quoi. Et effectivement, elle est dans le pire des scénarios, quoi. C'est ce que tu disais dans ta vidéo. Clairement, parce que on a connu une première crise de l'euro, on s'en est sorti. Il y a eu des dégâts, hein, mais on s'en est. Est-ce qu'on s'en est bien sorti ou mal? Bon, on a quand même survécu. Mais on n'était pas dans un scénario comme celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, quoi. Donc, t'avais pas une inflation. On n'a pas atteint encore les niveaux d'hyperinflation, heureusement, et croisons les doigts pour pas l'atteindre. Mais c'est vrai qu'avec une inflation élevée, des taux d'intérêt qui sont au plus bas et des pays qui sont hyper endettés, c'est vrai que c'est compliqué de voir le bout du tunnel, quoi. Alors, on y arrivera, hein. Ouais. Avec quel résultat? Ça, effectivement, la question se pose. Moi, j'ai malheureusement pas la réponse. Je pense que personne ne l'a. On sait que ça peut faire mal, et probablement que ça va faire mal. Donc, attendons et voyons, quoi. Après, c'est sûr que, effectivement, il y a eu le problème parce que bon, durant le quantitative easing entre 2015 et 2020 à peu près, hein, malgré tout, il n'y avait pas vraiment d'inflation parce que le quantitative easing, ce que j'ai, d'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est le quantitative easing, son objectif, c'était surtout, c'est assouplissement quantitatif, c'est-à-dire assouplir, faire pression à la baisse sur les taux pour favoriser et faciliter l'endettement des États. Mais comme ces États, ils n'ont pas non plus, alors, il y avait des déficits, mais pas autant qu'avec la crise du Covid, on maintenait des taux d'inflation qui étaient relativement bas. Et certains même avaient peur de la déflation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu une politique monétaire accommodante,
Mais il y a toujours deux entités. C'est-à-dire, il y a la politique monétaire, mais il y a aussi la politique budgétaire. Et donc, c'est vrai que la politique monétaire est accommodante, mais si derrière la politique budgétaire, elle n'est pas plus accommodante, je dis pas qu'elle l'est pas, je dis qu'elle n'est pas plus accommodante que ça, t'arrives à maîtriser. Mais là, effectivement, comme ils ont tellement dépensé, on le voit aux États-Unis, ils ont distribué des chèques. En France, les PGE, les aides. Attention, je suis pas en train de dire qu'il fallait pas faire des aides, hein. Loin de là. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que forcément, c'est logique qu'avec de telles quantités dépensées dans l'économie, à la vélocité monétaire, forcément, plus avec une masse monétaire qui augmente, forcément, ça peut que provoquer de l'inflation. Et là, en plus, aujourd'hui, avec tous leurs boucliers, leurs aides qu'ils sont en train de mettre en place, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est très bien. Mais comme disait Frédéric Bastiat, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on voit pas. Et à terme, ça risque d'être plus pernicieux que l'effet recherché. Donc, les intentions, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'ils se posent pas les questions à se dire quel sera le résultat. Ouais. Pour bien expliquer, en fait, l'idée, c'est que on a une inflation qui est forte parce que les États ont dépensé trop d'argent. Clairement. Et la réponse actuellement de l'État français, c'est de dépenser plus d'argent en donnant des aides aux gens. Et donc là, c'est vraiment ça la réponse. Hein. C'est-à-dire que soit si je plafonne le prix de, alors les loyers, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est autre chose, mais si je plafonne le prix de l'essence alors qu'il augmente ailleurs, ça veut dire que l'État paye la différence. Hein. Donc voilà. Il faut bien qu'il paye avec quelque chose, quoi. Et si à côté de ça, je donne des chèques alimentaires aux gens. J'arrive pas à me faire à ce nom, moi. Chèque alimentaire, pour moi, ça fait tiers-monde. Mais enfin, bon, tant pis, hein, je fais... Non, mais c'est vrai, attends. Au Congo, tu attends à ce qu'on verse des chèques alimentaires à la population. En Europe, tu dis verser des chèques alimentaires à la population, mais où est-ce qu'on est arrivé, quoi? Mais bon. Mais bon. Non, mais c'est très personnel, mais ça m'énerve. Il vaut mieux en rigoler. Oui, voilà. Mais quand tu verses... Du coup, comme le problème, donc pour reprendre, pour pas perdre tout le monde, l'inflation est due au fait que les États dépensent beaucoup trop, et la réponse, c'est on dépense encore plus pour aider les gens. Donc, en fait, ce que l'on fait probablement, je dis probablement parce que, comme disait Bastien, on le voit pas, mais on va le voir. Ce qu'on fait probablement, c'est qu'on fait gonfler, en fait, le problème. Pour le moment, il va éclater. Et donc, il éclatera beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, c'est probablement pas une solution. C'est quelque chose d'agréable pour les gens. C'est quelque chose de sympathique pour l'État à faire. Mais ça ne peut aller que dans le mur. Ça ne peut donner que ça. D'autant plus que l'État, c'est quand même nous indirectement, hein, donc il va falloir le payer. Ah bah oui, il faut le payer. Là, c'est quoi? C'est la patate chaude qu'on repousse. Et au bout d'un moment, on en vient à des situations comme celle qu'on est en train de vivre actuellement, où on est dans une impasse. Il va falloir prendre des décisions et rapidement. Mais si en plus on se dit mais non, il n'y a pas de problème, comme ils l'ont fait pendant plusieurs mois, effectivement, ça devient dangereux, quoi. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement la masse monétaire augmente, mais avec le quantitative easing, c'est-à-dire que la limite, c'est quoi? C'est la demande de crédit, quoi. Les personnes qui veulent s'endetter. Donc, comme je dis, on a beau amener le cheval à l'abreuvoir, s'il n'a pas envie de boire, il boit pas. Et l'État, généralement, il a soif. Et là, encore plus. Et donc, forcément, comme tu as eu une augmentation de la masse monétaire et des dépenses massives, effectivement, la vélocité monétaire a augmenté. Donc, la rapidité avec laquelle la monnaie transite au sein de l'économie, ce qui fait que tu as de l'inflation. S'ajoute après la guerre en Ukraine, le pétrole, etc. Mais ça vient après, donc c'est en plus. Et on nous dit non, l'inflation, c'est que la guerre en Ukraine et le pétrole. Non, c'est une partie. Mais l'inflation, elle est venue quand même avant la guerre en Ukraine, quoi. Donc, faut pas tout à fait. Mais moi, c'est pour ça que l'image des années 80 avec Paul Volcker, c'est vraiment ça. Non, c'est pas nous, c'est le problème du pétrole, le choc pétrolier, et puis la guerre au Vietnam. Nous, c'est rien du tout. Nous, on n'a rien fait. Il faut toujours. Là, on a la même chose, c'est-à-dire que c'est le pétrole et c'est Poutine, c'est lui le méchant qu'il faut accuser. Nous, on n'a rien fait. N'empêche, à un moment, on sera devant le mur et on commence à y être et il n'y aura pas d'autre choix que de prendre des mesures espérant qu'ils soient désagréables. Donc, qui seront très, très désagréables. Et du coup, effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est que la tension entre le Nord et le Sud qui va se créer, donc entre les sérieux et les dépensiers qui va se créer, risque
de faire exploser la zone, quoi. Si on fait pas attention, il y a un moment. Clairement, parce que voilà, comme on disait, il y a un dilemme, c'est est-ce que je laisse tomber les pays, mais j'ai l'euro qui est remis en question, ou est-ce que je laisse filer l'inflation, mais j'ai l'euro qui est remis en question aussi. Ouais. Parce que s'il y a l'inflation, le pouvoir d'achat de l'euro chute, et donc les gens vont se réfugier dans d'autres actifs, lesquels, je sais pas, chacun fera un peu ce qu'il veut. Pourquoi l'or, les cryptos, bon, on verra, après on en parlera aussi si tu veux. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu inédite, quoi. Oui. Puis bon, il y a un moment, malgré tout, l'inflation, les gens finissent par râler. Là, c'est un miracle qu'ils râlent pas devant les pompes à essence. Moi, voilà, tant que t'as l'État qui fait cadeau de l'argent, ça passe. Ouais, bon. Mais il a beau faire cadeau d'un peu d'argent, on est à plus de 2 euros sur tous les, trucs. Ça devient compliqué. Le problème, c'est qu'après, tu tombes dans la démagogie et dans le populisme de ne vous inquiétez pas, il y a de l'inflation, mais c'est pas grave, on est là. Et tu le vois d'ailleurs, les Français, dès qu'il y a un problème, pas tous, heureusement. L'État, il faut qu'il intervienne pour résoudre le problème. Non, c'est le problème. Tu peux pas demander au problème de résoudre le problème, quoi. Donc, c'est vraiment. Demander plus de dépenses, si c'est les dépenses qui ont causé le problème. Donc. Oui. Non, mais bon, c'est comme ça. On a un état dépensier et au début, le quantitative easing est peut-être plutôt fait pour que justement, avec de l'argent à taux zéro, il règle ses problèmes de dette et qu'on puisse passer à autre chose. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté ses problèmes de dette. Exactement. Ce qui était prévisible. Moi, honnêtement, je me souviens je crois que j'ai fait des vidéos à cette époque-là où je disais bon, faites confiance à l'État français, il va y aller bien comme il faut. On fera pas des efforts. Tu vois déjà en 2012, quand Mario Draghi il a dit whatever is take, donc tu dis ok, tout sera fait. 2015, t'as le quantitative easing. Beaucoup espéraient qu'effectivement les États allaient essayer de résoudre leurs problèmes de dette, puisqu'ils avaient profité de taux bas pour essayer de rembourser un petit peu. Et en fait, non, ils en ont juste profité pour continuer d'augmenter. C'est ça, c'était la vie facile, donc ils sont allés vers la vie facile. Mais bon. Ouais. Et donc, je crois que le problème que se posent beaucoup de gens aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si on peut avoir confiance en l'euro. On va atteindre les 10% d'inflation. Le franc suisse est quand même limité. La couronne norvégienne est aussi limitée en volume. J'ai réussi à acheter des actions de la couronne norvégienne, des obligations norvégiennes, mais il y en a pas beaucoup. C'est pas. Félicitations. Donc comment on fait avec notre argent, quoi? Comment on fait pour pas se faire prendre dans ce schéma de stagflation qui est inquiétant quand même, qui est très inquiétant. Ouais. Et je sais pas si tu as des réponses toi sur de l'or. Disons que, alors j'ai des réponses, mais il faut pas le prendre comme une recommandation. C'est pas un conseil en investissement financier. C'est ce que je peux faire moi, par exemple. Et c'est des recommandations globales et générales, on va dire. Après, on peut toujours les adapter. Comme tu disais, c'est sûr que la personne qui avait mis ses euros en francs suisses, ça aurait été un très bon placement entre-temps. Ah ouais. Aujourd'hui, la première recommandation, entre guillemets, c'est évidemment de pas laisser dormir l'argent sur ses comptes. Alors, moi, je dis toujours, il faut quand même avoir une partie pour faire face aux imprévus, donc l'équivalent de 6 à 8 mois de salaire. Pourquoi ? Parce que, ok, je préfère perdre un petit peu d'argent à cause de l'inflation, un petit peu beaucoup, mais ne pas me retrouver dans le caca s'il y a un imprévu. Ça arrive, c'est la vie, il y a des aléas. Donc, il faut toujours avoir quand même une réserve, une porte pour la soif. Et c'est pour ça que le livret A peut être pertinent si on laisse une petite partie pour faire face aux imprévus, par exemple. Après, évidemment, il faut pas, si on a 50 000 euros sur ses comptes en banque, ça commence à être problématique, quoi. Donc là, même si la bourse chute, ça reste quand même un investissement long terme. Donc après, voilà, pareil, il faut aussi déterminer en fonction de ses objectifs. Si c'est pour placer de l'argent qu'on va retirer dans 2 ans ou dans quelques mois, non, on va pas en bourse. Donc il faut l'envisager comme un placement long terme, minimum 5 à 10 ans. Et dans ce cas-là, effectivement, tout ce qui va être bourse, tout ce qui va être placement, investissement, immobilier, même si les prix sont élevés, c'est vrai. Malgré tout, je pense que c'est plus intéressant d'être investi dans la bourse, dans l'immobilier, qu'avoir un bout de papier et perdre de l'argent à cause de l'inflation. Perdre en pouvoir d'achat plutôt.
Oui, il faut peut-être mieux avoir un acte de propriété, donc soit d'entreprise avec la bourse, soit Si tant est qu'il immobilier. t'exproprie pas. Hein. Ah bah c'est toujours oui, alors là, mais il vaut mieux avoir un acte de propriété qu'un contrat comme des obligations ou Ah ouais. un livret qui sont en fait des obligations. Tout ce qui va être à revenu fixe, quoi, hein, va se faire Ouais, ronger par l'inflation. ouais. Alors que des placements comme des actions qui fluctuent aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même tendu, hein, les marchés. Ah, Le ça a Nasdaq, bougé, il a ouais, ça a perdu, bougé. si je dis pas de bêtises, le Nasdaq, il a perdu 30%, donc ça fait mal. Hein. Ouais. Malgré tout, les entreprises, a priori, leur objectif, c'est de créer de la valeur. Donc, et si en plus, c'est des entreprises qui peuvent répercuter cette hausse, bah, Oui, effectivement, oui, non, mais voilà, bon, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des actions. Bon, l'immobilier, moi, je trouve que c'est surcoté, mais j'ai toujours Non, trouvé que l'immobilier était surcoté, donc je suis pas et du il est là le tout. problème, c'est que en fait, tous les ans, c'est trop cher, quoi. Voilà, moi j'ai toujours trouvé que c'était trop cher. Et Bon, après, tu bah dis, non, voilà, mais en fait, donc, c'était pas si cher l'année dernière. bah ouais, ouais. Mais bon, je trouve que quand même on est très très cher. Et je me demande si le quantitative easing, justement, enfin l'argent pas cher de la BCE n'est pas allé dans des bulles, et notamment des bulles immobilières, parce que c'était facile d'emprunter, facile d'acheter, et que ça coûtait pas cher. Et j'ai peur qu'on se soit un peu laissé aller. Mais bon, c'est aussi, j'aime pas l'immobilier, donc voilà, c'est une tare que j'ai. Et pour moi, c'est toujours trop cher. Donc voilà, je me trompe peut-être complètement. C'est sûr que quand tu fais baisser les taux, ça coûte moins cher de s'endetter, donc forcément, a priori, ça fait monter les actifs, hein, puisque c'est une actualisation des revenus, des flux futurs, hein, c'est économie de base. Forcément, en principe, ça fait monter le prix des actifs. Et tu le vois, quand les taux remontent, généralement, tous les actifs baissent, tous. Ouais. T'as l'or qui peut essayer, parce qu'on le considère comme une valeur refuge. Après, c'est aussi une prophétie auto-réalisatrice. Autoréalisatrice. Dans le sens où, comme on considère que c'est une valeur refuge, ben forcément tout le monde se réfugie et hop, ça fait monter le prix de Oui, l'or. oui. Voilà, moi, je considère que voilà, il faut essayer quand même de se diversifier. Il n'y a pas d'actifs mieux que d'autres. Si demain les taux ils sont à 10%, moi je vais acheter des obligations aussi. Hein. Donc Non, mais c'est sûr. Mais... tout dépend des contextes, essayer de diversifier. Mais c'est sûr que si on a des obligations, même si elles payent du rendement, et que c'est un État qui est moyen. Moi, généralement, tout ce qui est une relation avec l'État, etc., je suis un petit peu réticent. Je préfère pas acheter des actions d'État, j'en ai pas. Les entreprises, par exemple EDF, tout ça, j'évite parce que tu le vois comment ils ont essayé de presser au max EDF, quoi, même avec la reine, tout ça. C'est de la folie, quoi. Oui, puis c'est pas forcément des. L'État n'a pas le même intérêt que toi en tant qu'investisseur et que Exactement. bon, c'est toujours un peu limite. Mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Et alors un actif dont on n'a pas parlé, c'est les cryptos. Ouais. Alors je vais te mettre à l'aise. Moi, j'aime pas du tout les cryptos. J'ai toujours détesté les cryptos et on m'a toujours je me souviens l'an dernier quand je faisais des vidéos à dire attendez, vous êtes complètement fou sur le Bitcoin, vous allez dans le mur. Les gens me disent tu racontes n'importe quoi, on sera à 100 000 à la fin 2021, on sera à 100 000, tu verras, t'aurais mieux fait d'investir avec nous. Bon, aujourd'hui ça devient vachement plus compliqué, mais je reconnais en même temps que je connais pas particulièrement les cryptos, je suis pas un spécialiste crypto. J'en avais invité un qui avait dit que c'était bien et qui avait un peu expliqué comment ça fonctionnait et il avait donné un point de vue plus éclairé que le mien. Et j'aurais aimé avoir ton point de vue justement sur les cryptos. Là, on voit qu'il y a une énorme chute et pas mal de problèmes de plateformes qui bloquent les retraits, de baleines qui sont plus ou moins en faillite ou proches de la faillite. Enfin, des trucs gravissimes à mon avis pour les cryptos. Mais quelle est ta position sur toi? Explique-nous un peu ce qui se passe, comment tu analyses les choses, et puis après, ce que tu en penses. Alors, moi, au niveau des cryptos, j'essaye d'avoir un point de vue objectif. Après, on est toujours quand même biaisé. Le point de vue est toujours un petit peu biaisé. Moi, j'aime bien parce que je trouve ça intéressant. Et j'essaye de pas tout mettre dans le même panier. C'est-à-dire, il y a crypto et crypto. Tu vois, aujourd'hui, on dit actifs numériques parce qu'il va y avoir des tokens, il va y avoir des coins, etc. Donc, on va pas les utiliser de la même manière en fonction de leur objectif, entre guillemets. Donc, dans le cas du Bitcoin, vu que c'est quand même la crypto-monnaie la plus connue, moi j'en ai, hein, j'investis dans le Bitcoin, même quand il chute.
Le Bitcoin, évidemment, il n'est pas parfait. Moi, je déteste les gens type maximaliste, c'est-à-dire c'est le Bitcoin dans l'extrême. J'aime pas du tout. Essaye de rester objectif. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc, on nous disait aussi le Bitcoin est une valeur refuge. Bon, alors ça provient aussi d'une confusion entre valeur refuge et réserve de valeur. Une valeur refuge et réserve de valeur, c'est quoi? Valeur refuge, c'est la capacité qu'a un actif à se maintenir en cas de crise. Donc ça reste plutôt plat ou ça peut prendre de la valeur en cas de crise. Ça, c'est la valeur refuge. Et la réserve de valeur, c'est la capacité qu'a un actif à protéger contre l'inflation. Bon, c'est vrai que sur le long terme, si on regarde depuis 2009, le Bitcoin a quand même pris pas mal de valeur et a protégé contre l'inflation. Bon, aujourd'hui, on a quand même une inflation élevée et il protège pas contre l'inflation, du moins pour le moment à court terme. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si les taux remontent, je l'ai expliqué dans les vidéos, si les taux remontent, les investisseurs, ils font toujours un arbitrage entre le risque que je prends et la performance que je peux espérer. Rendement espéré, on dit en finance. Et donc, le Bitcoin, ça reste quand même un actif extrêmement volatile. Il y a très peu d'actifs qui chutent ou qui montent autant en si peu de temps. On dira oui, les actions technologiques, c'est vrai, mais parce que les actions technologiques ont quand même quelques similitudes avec le Bitcoin. C'est le point auquel que je vais développer, c'est que quand tu as les taux qui remontent, parce qu'il y a l'inflation typiquement aux États-Unis où il y a les taux remontent également là-bas, les investisseurs se disent peut-être que c'est le moment en fait de sortir du Bitcoin parce que c'est vrai que c'est risqué et de me réfugier au moins en partie dans les obligations américaines qui sont notées AAA, hein. Donc c'est-à-dire que considérées comme sans risque. Et donc tu as des capitaux qui sortent du Bitcoin pour se réfugier dans d'autres classes d'actifs. Et donc forcément, quand tu as des ventes massives sur le Bitcoin, forcément ça chute, quoi. Et donc le Bitcoin, un de ses avantages, c'est son inconfiscabilité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a un risque d'expropriation? Pas vraiment, en fait. Donc les gens, ce qu'ils veulent, c'est se protéger contre l'inflation, c'est se protéger contre une crise, etc. Mais pas forcément se protéger contre le risque que l'on confisque leur Bitcoin, leur actif, quoi. Comme il n'y a pas a priori ce risque pour le moment, hein, je ne sais pas s'il pourrait y avoir ce risque, le Bitcoin en tant que réserve, valeur refuge, pour l'instant, moyen, quoi. Oui, puis en plus, enfin, le risque d'expropriation, bon, il est encore faible en Europe avec, si vous avez un appartement, il y a peu de chances que l'État vous le prenne, mais c'est quand même à mettre en parallèle avec les plateformes qui bloquent les retraits actuellement de Bitcoin. Exactement. C'est-à-dire que certes, je ne suis pas exproprié, ils ne me piquent pas mon Bitcoin, mais enfin, s'ils me bloquent le retrait, c'est à peu près la même chose, hein. Totalement. Alors, ce que j'aime bien aussi dire, c'est que aujourd'hui, quand tu achètes du Bitcoin, tu es dans un écosystème qui est censé être décentralisé. Alors, qui dit décentralisation dit absence d'intermédiaire. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'elles commencent à investir dans les crypto-monnaies, solution de facilité, parce qu'il faut avoir quand même quelques connaissances pour être vraiment décentralisé au max, solution de facilité, elles privilégient des plateformes. Binance, Celsius Network qui a bloqué les retraits, Coinbase, etc., etc. Le problème, c'est que ces plateformes, c'est quoi? Ces plateformes centralisées. Et quand tu regardes le bilan comptable de ces plateformes, tu te rends compte qu'au passif, tu as les cryptos des clients. Donc, en gros, typiquement, les plateformes ont une dette vis-à-vis des clients. Donc, les clients perdent leur droit de propriété sur les cryptos et elles ont un droit de créance. Et à l'actif apparaît les cryptos des clients. Ça veut dire que la plateforme considère les cryptos comme siennes. Et donc, ça, c'est problématique parce que tu perds un droit de propriété qui se transforme en droit de créance. Et donc, en fait, tu te retrouves avec exactement le même mécanisme que les banques traditionnelles, hein, parce que tes dépôts, l'argent que tu as en banque, c'est un droit de créance, c'est pas un droit de propriété. Ce que beaucoup de personnes pensent, non, l'argent, il vous appartient pas, il appartient à la banque. Vous avez un droit de créance, c'est-à-dire que la banque doit rembourser l'argent lorsque vous le réclamez, mais il ne vous appartient pas. Et ensuite, la banque, ce qu'elle fait, c'est elle le prête, l'argent, à l'actif. En réalité, elle crée les dépôts en octroyant des crédits. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas les dépôts qui font les crédits, c'est l'inverse. Bon. Et donc, effectivement, comme tu as un intermédiaire, si l'actif perd de la valeur,
et qu'il faut rembourser les clients, eh ben, je bloque les retraits. Parce que ça fait une fuite des capitaux et tout le monde vient, comme les banques, hein, à l'époque, tout le monde se rendait au distributeur pour sortir l'argent. Sauf que les plateformes, elles n'ont pas forcément les cryptos, d'autant plus si elles l'ont prêté, comme dans le cas de Celsius Network. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est exactement en train de vivre le mécanisme, enfin, la situation des banques traditionnelles, mais sans réglementation en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est on est typiquement dans ce qu'on appelle le shadow banking, la finance dans l'ombre, la banque dans l'ombre. Excuse-moi, mais alors, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste crypto, si en fait, la plateforme possède mes cryptos et que je n'ai un droit de créance. Un droit de créance vis-à-vis de la plateforme, si elle fait faillite, j'ai perdu mes cryptos. Tu as perdu tes cryptos, d'autant plus que, et ça, Coinbase qui est coté aux États-Unis, le reconnaît explicitement. Elle a publié son rapport trimestriel. Elle explique que les clients sont considérés comme créanciers chirographaires. Un créancier chirographaire, c'est quoi? C'est quand tu prêtes de l'argent à une entreprise, tu as deux types de créanciers. Tu as les créanciers chirographaires, il n'y a aucune garantie et ils ne sont pas prioritaires dans le remboursement, et tu as les créanciers prioritaires, si tu veux. Donc, si la boîte fait faillite, qu'il y a une liquidation judiciaire, les premiers à être remboursés, c'est les créanciers privilégiés, ensuite les créanciers chirographaires, et à la fin les actionnaires. Généralement, les actionnaires, ils n'ont rien, ils perdent. Ils n'ont rien. Oui, mais malgré tout, du coup, tu te retrouves entre. Tu as trois couches, tu te retrouves entre tes créanciers chirographaires et tu ne seras pas le premier à être remboursé. Donc, tu auras le reliquat si tant est qu'il reste de l'argent. Donc, effectivement, tu te retrouves dans une situation où c'est totalement compréhensible qui bloque les retraits aujourd'hui. Et c'est problématique parce que tu te rends compte que c'est exactement, mais vraiment exactement le même mécanisme que les banques traditionnelles, à la différence près que dans une banque traditionnelle, tu as la BCE, tu as les États qui viennent pour renflouer, etc. Là, tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Et voilà, le problème, c'est que moi, du coup, ça m'embête quand même parce que les personnes vont confondre les cryptos avec ces plateformes qui, en fait, n'ont rien de décentralisé, quoi. Donc, c'est vrai que ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah ben non, en fait, les cryptos, c'est dangereux, etc. Regarde, ils bloquent les retraits. » Non, 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 non. C'est pas les cryptos qui sont dangereux. C'est l'intermédiaire qui est au milieu qui rajoute de la centralisation. Et donc, plutôt que de remettre en question le monde des crypto-monnaies, au contraire, ça le renforce. Ça veut dire, regardez la centralisation, comment ça peut être dangereux. Parce que vous n'êtes pas propriétaire de vos cryptos. Par contre, quand tu as du Bitcoin sur ton ledger, c'est un hardware wallet, c'est comme une petite clé USB, ça t'appartient. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, si celui qui te l'a vendu fait faillite, c'est comme l'or. L'or, si on t'a vendu de l'or et que l'entreprise fait faillite, tu t'en fous, t'as ton or. Donc, alors après, on peut dire, mais est-ce que ça a de la valeur, est-ce que ça n'a pas de valeur? Ça, c'est un autre débat. Mais ça démontre bien que il faut se focaliser sur la décentralisation et pas tout mélanger. Et effectivement, la centralisation, ça peut être très, très problématique. Ah oui, oui. Oui, surtout que là, comme tu le disais, il n'y a pas la garantie de 75 000 euros ou de 100 000 euros. Je sais plus que l'État... Comment? 100 000, ouais. 100 000 euros par l'État, par compte bancaire. Et puis, si vous avez des actions auprès de votre banque, vous êtes propriétaire des actions. Vous n'êtes pas. Donc, votre banque peut faire faillite. Vous gardez vos actions, elles sont à vous. Donc, un dépositaire là, dans ce cas-là. Ouais. Donc voilà. Là, alors que là, les plateformes de crypto, il n'y a rien du tout. Quoi. Et c'est vraiment un énorme risque. Exactement. Et c'est dangereux. Et dans le cas de Celsius Network, en plus, ce qui la rapproche encore plus d'une banque, c'est que, si tu veux, c'était une plateforme pour faire des prêts. Loan et borrow, c'est-à-dire des prêts-emprunts. Et donc, la plateforme faisait exactement ce que fait la banque. C'est-à-dire, la banque, si tu veux, l'activité de gérer les paiements et les encaissements, elle fait comme une chambre de compensation. Je te dois tant, tu me dois tant, je compense, tac, tu me rembourses le reliquat. Et en plus, ce qu'elle fait, c'est transformation, ce qu'on appelle la transformation de liquidité et la transformation d'échéance. Donc, typiquement, elle transforme des actifs très liquides, les dépôts, c'est de l'argent, c'est ce qu'il y a de plus liquide, ça perd pas beaucoup de valeur, et elle prête et convertit cet argent-là en crédit. Un crédit, c'est très peu liquide. Alors, on va le revendre, le crédit. Alors, à moins que tu fasses de la titrisation comme en 2008. Ça, c'est le premier, transformation de liquidité. Après, tu as transformation d'échéance. Je dois de l'argent à très court terme et je le prête à très long terme. Et Celsius Network, c'est exactement ce qu'il fait. Tu as des cryptos qui sont liquides, elle les prête.
elle fait une transformation d'échéance et de liquidité. Donc, si tu as besoin de retirer tes cryptos là, ben, elle l'a pas en fait, parce qu'elle l'a prêté. Donc, si vous avez des cryptos, il faut les mettre sur le petit appareil. Décentralisé, voilà. Voilà. Ça, décentralisez-les très vite. Ne les gardez pas dans des plateformes. Tout ça, c'est des choses qu'aussi on essaie d'expliquer au travers des formations pour mettre en garde, quoi. Il faut essayer de pas mélanger. Et moi, je pars du principe que quand on fait quelque chose, il faut essayer de le comprendre, parce que sinon, bah, tu fais des erreurs. Et quand si tu perds 100 euros, bon, au pire, c'est pas grave. Quand ça commence à représenter des milliers d'euros, ça peut faire mal, quoi. Ouais. Ah, oui. Et surtout, là, dans les cryptos, donc, ce que j'avais vu dans une de tes vidéos, c'est qu'on a des baleines. Donc, les baleines, pour ceux qui ne sont pas habitués aux cryptos, et si j'ai bien compris, ce sont des gros possesseurs de cryptos qui ont l'habitude de faire des gros achats ou des grosses ventes, parfois à découvert. Donc, ça nous ramène à nos fameux hedge funds. Et donc, on a notamment une énorme baleine, si j'ai bien compris, qui est en difficulté parce que elle a acheté, je sais plus quelle crypto, mais elle a acheté à découvert sans avoir d'argent. Donc, elle a emprunté pour pouvoir acheter. Et puis, comme le Bitcoin s'écroule, eh ben, elle doit aujourd'hui répondre à ce qu'on appelle un appel de marge, c'est-à-dire que on lui dit, on vous a prêté de l'argent contre du Bitcoin, très bien. Et maintenant, le Bitcoin, il vaut 2 fois moins ou 3 fois moins ou 4 fois moins. Et du coup, notre risque, il est trop grand. Donc, il va falloir que vous nous donniez un peu plus d'argent comme garantie parce que nous, on ne peut pas continuer. Qu'elle n'est pas, a priori, capable pour le moment de couvrir cette garantie et que donc, elle risque de faire que ces titres Bitcoin, enfin, que ces Bitcoins soient vendus par celui qui lui a prêté l'argent et que ça refasse un énorme effondrement, enfin une grosse arrivée de Bitcoin sur le marché. Je l'ai super mal expliqué, peut-être que tu peux mieux le faire que moi parce que c'est clair dans ma tête mais pas dans mes paroles. Alors je vais essayer. Alors là effectivement, il y a le cas de, alors, je sais plus où ça en est aujourd'hui, hein, j'ai pas regardé. Il y avait le cas d'une baleine qui avait fait effectivement un emprunt sur le sol, donc sur Solana. Si le sol tombait au-dessous de 22, quelque chose comme ça. Et dans le cas du Bitcoin, c'est MicroStrategy, c'est une entreprise qui place une partie de ses liquidités en Bitcoin. Donc, selon le CEO, hein, le président de l'entreprise, il ne devrait pas y avoir de problème. Il pourrait être capable parce que quand tu mets en garantie, tu as un collatéral, c'est-à-dire que tu mets en garantie une partie un actif, les bitcoins, pour pouvoir emprunter. Et il applique une décote et il te prête un certain montant. Si la garantie perd en valeur, toi, tu as deux possibilités. Soit tu rajoutes de la garantie, hein, soit tu es obligé de vendre pour pouvoir te désendetter. Si tu le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'appel de marge, hein, margin call, tac, on te vend ta garantie pour se payer tout simplement. Et donc quand on vend ta garantie comme on la vend la plupart du temps en totalité pour pouvoir se payer, effectivement ça fait pression à la baisse, mais énorme quoi. Donc effectivement, comme il y en a beaucoup qui ont investi dans le Bitcoin en faisant effet de levier, aujourd'hui avec le Bitcoin qui chute, t'en as qui se retrouvent en difficulté et qui vont devoir soit apporter de la garantie supplémentaire, soit se désendetter en partie, sinon leurs positions seront liquidées tout simplement. Est-ce que ça va se produire? Je sais pas. Après, tu as eu Three Arrows Capital là, qui a fait faillite, si je dis pas de bêtises, ce qui a fait encore chuter le Bitcoin. Jusqu'où? Je sais pas, mais c'est sûr que si ça chute, toutes les personnes qui vont se retrouver avec leurs points au prix auquel les appels de marge démarrent, c'est sûr que ça peut faire mal, quoi. Ça peut faire mal. Et ça entraîne une chute supplémentaire. Enfin, c'est une boule de neige. Hein. Voilà. C'est que le prix chute, je suis obligé de liquider les positions, mais en liquidant les positions, je fais chuter le prix, qui liquide d'autres positions, et tac, 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 tac. Voilà. Ouais. Donc là, on est dans une situation où effectivement, aujourd'hui, tu le vois, c'est quand même, ça craque. Jusqu'à quand, je sais pas, hein, mais c'est vrai que l'écosystème des cryptos est en train de morfler. Et en toute honnêteté, c'est pas plus mal parce qu'il y en a plein qui rêvaient de s'enrichir facilement. Donc c'est un peu n'importe quoi, quoi. Hein. Donc au bout d'un moment, t'as une bulle, il faut la saigner, hein, il faut la faire crever. T'as de l'inflation, pareil, il faut monter les taux pour éviter qu'il y ait trop d'inflation. Alors, voilà. Donc finalement, c'est un mécanisme d'ajustement pour retourner à sa valeur, quoi. Alors
peut-être que sa valeur est plus élevée et que ça chute pour remonter en partie, je sais pas. Mais de toute façon, il fallait que ça soit juste. Toi, de ce que j'ai compris, t'es quand même plutôt, je vais essayer de remonter le moral de tout le monde, t'es quand même plutôt positif sur les cryptos, et notamment tu achètes à titre perso, hein, donc après chacun sa vie, hein, mais toi, à titre perso, t'achètes plutôt actuellement du Bitcoin. Ouais, du Bitcoin. Et tu crois plus à la remontée, alors peut-être pas de toutes les cryptos, mais de moins certaines d'entre elles, quoi. Probablement, hein. Après, je peux me tromper. Hein. Jusqu'à quel prix, je sais pas. Voilà. Moi, c'est vrai que l'esprit du Bitcoin me plaît, mais il faut aussi pouvoir distinguer ce que je veux et ce qui va se passer. C'est pour ça que, évidemment, je mets pas tout dans le Bitcoin. J'ai une partie dans le Bitcoin et je diversifie au travers du PEA, des assurances-vie, l'immobilier, les cryptos et ainsi de suite. Oui, j'ai une partie en Bitcoin et j'espère que ça va monter. Est-ce que ça va monter? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a une adoption de plus en plus massive. Et je pense qu'il y a encore un gros travail de démocratisation à réaliser pour que les gens comprennent ce qu'est le Bitcoin et ce que n'est pas le Bitcoin aussi. Et ne pas mélanger avec tout le reste des crypto-monnaies. Moi, en toute honnêteté, après, j'analyse pas non plus le reste des crypto-monnaies parce que c'est une perte de temps. Il y en a trop, je crois. Oui, il y a trop de choses. 16 000 ou 20 000, je sais plus. Enfin, et puis, t'as des trucs, c'est n'importe quoi. T'as des trucs, tu te dis, mais comment ça prend de la valeur, de la valeur. Comment ça augmente en prix? Ça n'a pas de valeur, ce truc. Oui. Ah, c'est comme les NFT. Même je prépare une vidéo sur les NFT, j'en parlerai, mais où finalement le but du jeu, c'est le dernier imbécile qui a acheté, quoi. Ouais, bah, sur certains donc trucs. j'achète et il faut que j'en trouve un plus bête que moi qui achète plus cher. Exactement. Et puis, et lui aussi, il faudra qu'il trouve jusqu'au moment où les musiciens vont arrêter de jouer, où tout va s'effondrer. Ah bah, exactement. Bah, là, Donc, il y a certaines, pas toutes les cryptos, mais il y a certaines cryptos, ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, ouais, sur certains trucs, alors pas tout, parce que je veux pas non plus tout mettre dans le même panier, mais c'est vrai qu'il y en a, tu dis, qui sera le plus con, quoi. Oui, non, pas toutes, non, pas toutes, c'est certaines. Moi, j'ai connu la crise des dot-com. C'était vraiment ça, c'est-à-dire que les trois quarts sont allés au tapis et on n'en a plus jamais entendu parler, y compris des énormes, des trucs gigantesques. AOL, c'était tellement gros. Et puis voilà, puis au bout d'un moment, et puis la crise arrive et il n'y a plus rien. Et reste Google, Amazon, quelques-uns, où ceux qui ont investi ont fait une fortune merveilleuse. Mais enfin, la plupart des gens ont perdu quand même énormément d'argent dans ces histoires de dot-com. Et je pense que c'est la même chose sur les cryptos. Peut-être pas maintenant, mais il arrivera la même chose, quoi. Petit à petit, c'est clair. Et puis l'un de l'autre, c'est tant mieux. Hein, ça va permettre d'assainir un petit peu le marché. Et les meilleurs resteront, quoi, tout simplement. Donc, feront leurs preuves, comme les meilleures entreprises ont fait leurs preuves et restent encore aujourd'hui. Donc, finalement, est-ce qu'il faut en rire, en pleurer? Il faut juste voir que c'est comme ça, c'est la vie. Hein, donc, non, puis je suis d'accord avec toi. Si on diversifie, si on a un peu de... alors moi, j'ai pas du tout de crypto, mais pourquoi pas un peu de crypto, un peu d'actions, un peu de ceci, un peu de cela, de l'or, des différentes choses. Bon, au moins, on est protégé si jamais les choses s'écroulent. Par contre, à miser tout son argent sur les cryptos, c'est aussi ridicule que de tout mettre dans les actions, que de tout mettre dans l'or, que de tout mettre en banque. Il faut essayer de trouver un juste milieu et se dire, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Comment je fais pour essayer pas de garder que les avantages, mais de mettre en place un portefeuille d'investissement avec des synergies pour pouvoir me protéger quand l'un chute et l'autre prendre la valeur et ainsi de suite, quoi. Donc, tout simplement. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Mathieu. Merci pour cette interview. Merci à toi. Je vais mettre donc des liens vers certaines de tes vidéos et puis vers ta chaîne dans la description de la vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo de Droma Economy. Et puis, mettez un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt.